Good morning, everyone. After yesterday's very interesting and fruitful discussions, we start the third day of the 7th Summer School of Tendency for Revolutionary International. Once again, we need to combine theory and history with practice, strategy with tactics, for being effective in our goal to overthrow the system that creates poverty, destruction of the planet, and threatens our lives. No subject would be more necessary to focus and deepen our understanding than economy. So that's the goal of today's formation. I salute Xavier, who is doing the presentation about inflation, financialization and crisis, understanding the economy to fight capitalism. Thank you. Bonjour tout le monde. À écouter le discours dominant, notre classe, ok, vous me dites quand c'est bon, donc à écouter le discours dominant, le traducteur ne soit pas encore en place. Très bien, merci. Donc à écouter le discours dominant, notre classe n'a pas de prise sur les événements en matière d'économie et dans la vie en général. Et bien souvent, nous-mêmes, nous disons à nous-mêmes la même chose. On n'y peut rien. On a l'impression de subir l'inflation, la dette, la crise, comme des phénomènes météorologiques que nous ne contrôlons pas et qui nous écrasent. Et toujours aux yeux de la société officielle, celles et ceux qui ont une quelconque influence sur le cours de l'histoire, ce ne sont surtout pas nous, les petites mains, les travailleuses et les travailleurs, celles et ceux qui créent la richesse, celles et ceux qui détiennent le pouvoir d'influer sur les événements, en particulier dans la sphère économique, ce sont les patrons évidemment. Ils prennent les décisions d'investir, pas nous. Ils décident d'investir des millions, des milliards dans telle ou telle activité, ils créent des entreprises, c'est eux les créateurs, c'est eux les décideurs. L'objectif de l'introduction de ce matin est de démontrer précisément l'inverse. La source de toute richesse, non seulement dans cette société capitaliste, mais surtout dans le cadre de la société communiste que nous voulons construire, que nous voulons créer, c'est nous, même plus précisément nous et la nature. C'est l'activité de notre classe, la classe ouvrière, qui est l'élément dynamique qui insuffle le mouvement à tout le système. Un système dont le contrôle nous échappe et où ce que nous fabriquons, c'est nous qui devons tout fonctionner évidemment, tout ce que nous fabriquons de nos propres mains se retourne contre nous. Mais un système qui, si on le comprend, il offre une prise à l'action, une prise que nous tentons de toutes nos forces de saisir, que nous tentons et que nous tentons tous les jours, de saisir pour le renverser. Donc je vais essayer de vous faire une présentation en 3 parties. Une première sur la question de la valeur, d'où vient la valeur, d'où vient la richesse dans le système capitaliste. Une deuxième partie sur le boulet au pied du capitalisme, qui savait que Marx a appelé la baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce que c'est que ce boulet au pied du capitalisme? Et troisièmement, une brève histoire du taux de profit, à travers l'existence du capitalisme. Alors, première question, d'où vient la valeur, d'où vient la richesse? La troisième partie, c'est une brève histoire du profit. Du taux de profit, c'est tout. Pardon. Une brève histoire du taux de profit. Ok? Donc, première partie, d'où vient la valeur, d'où vient la richesse en système capitaliste. Marx consacre une grande partie de sa vie et l'analyse de sa vie et de son œuvre, on va dire, à l'analyse d'un rapport social que nous, les êtres humains, en produisant leur même subsistance, s'appelle le capital. C'est le titre de son gros bouquin, le capital. Et c'est un rapport d'exploitation bien particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans toute société, les producteurs, les productrices de richesse produisent d'une part ce qui est nécessaire à leur propre survie, celles et ceux sur qui repose toute la société, c'est ce qu'on appelle le produit nécessaire. La part du taf, la part du boulot est absolument nécessaire à ce que les producteurs puissent tout simplement continuer à produire.
et il est issu d'un travail nécessaire. Et d'autre part, à partir d'un certain degré de technique, de productivité du travail, il y a un surtravail, un surproduit qui est accaparé par la classe dirigeante. Il y a d'un côté le travail nécessaire, qui sert à nourrir, on va dire, les travailleurs, les producteurs, et de l'autre, ce qui est approprié par la classe dirigeante. Dans les sociétés pré-capitalistes, le surtravail était extorqué, était pris quelque part aux producteurs sous forme de produits physiques, à travers des rapports de dépendance personnelle directe. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Par exemple, sous le féodalisme en Europe occidentale, le système du servage, les paysans devaient y bosser grosso modo 3 jours sur leur propre terre, ce qui fabriquait des produits physiques, ce qui cultivait, ou même ce qui fabriquait des vêtements souvent, par exemple, qui étaient fabriqués par les paysans eux-mêmes. C'était pour eux-mêmes. Ça, c'est le travail nécessaire, le produit nécessaire. Ça sert à ceux qui fabriquent tout ce qui est essentiel au fonctionnement de la société, à se reproduire eux-mêmes. Et 3 jours de la semaine, ils bossaient sur la terre du Seigneur. Et tout ce qui était fabriqué sur la terre du Seigneur était accaparé par la minorité de parasites. Les nobles, les seigneurs, les propriétaires terriens. Donc on voit très clairement 2 classes sociales et 2 parties du travail fourni par la société qui se divisent d'un côté en travail nécessaire et surtravail. Produit, surproduit. Est-ce que c'est clair? C'est à peu près là? Ouais. Ok. Et le dimanche, évidemment, il ne travaille pas. Dans les sociétés, donc voilà, l'exploitation, c'est donc une extorsion de surtravail, le fait de réussir à s'approprier cette part de travail supplémentaire. Le travail est pensé au-delà de ce qui est nécessaire à reproduire les travailleurs. Et le capital, qu'est-ce que c'est? C'est cette extorsion de surtravail sous forme de valeur, à travers des rapports d'échange. Bon. Pour comprendre l'exploitation, il faut comprendre d'abord la valeur. C'est la clé pour comprendre la spécificité de l'exploitation capitaliste. Il y a différents systèmes d'exploitation. L'exploitation capitaliste, c'est la dernière forme. D'accord? Alors, pour essayer de comprendre ça, dans tout type de société, dans tout mode de production, on dit Marx, il y a un mécanisme de répartition du travail social. C'est-à-dire, on consacre une partie, tant de part du temps à fabriquer tel type de choses, etc. etc. D'accord? Non seulement à qui ça profite, aux seigneurs ou aux paysans, par exemple, aux propriétaires d'esclaves, l'esclave lui-même ou elle-même, mais aussi en termes de répartition entre les différents types d'activités, les branches d'activités, si vous préférez. Dans les sociétés précapitalistes, mais aussi dans la société socialiste qu'on cherche à construire, la société prescrit à ses membres à l'avance ce qu'ils font. Dans les sociétés pré-capitalistes, c'est plus dur d'imaginer le futur, bon, on va étudier le passé, dans les sociétés esclavagistes antiques, dans les sociétés féodales, le paysan ou l'esclave faisait ce que le propriétaire, ce que le membre de la classe dirigeante auquel il était attaché lui disait de faire. C'était défini à l'avance. Et le produit du travail issu de ce boulot des producteurs allait directement à son usage prescrit par la société. C'était planifié, quoi. Dans les sociétés pré-capitalistes, c'est la tradition, les usages codifiés. Même au sein de la famille patriarcale traditionnelle, chez les paysans, on va dire, pendant des siècles, il y avait ce type de rapport aussi, c'est-à-dire tout le monde bossait, même les enfants, à partir d'un certain âge. Il y avait une répartition à l'avance, les enfants s'occupaient de ça, les femmes s'occupaient de ça, les hommes s'occupaient de ça. À tel moment de l'année, c'était la récolte, à tel moment de l'année, c'était la moisson. Il y avait des variations, toutes les formes de travaux ne se valaient pas. Tu ne bossais pas forcément au même rythme toute l'année. Il y avait des moments beaucoup plus intenses, typiquement par exemple la moisson. Et pendant l'hiver, on ne foutait rien. Tu ne bossais quasiment pas. Donc il y avait des différences qualitatives dans le rythme, et des différences qualitatives aussi en fonction des membres de la société. On ne demandait pas aux enfants de faire la même chose que des adultes. D'accord? Et c'était planifié à l'avance. Je ne sais pas si c'est clair. Okay. Dans tous ces cas, c'est quoi la clé? Pourquoi je vous raconte tout ça? Dans tous ces cas de figure-là, que ce soit au sein de la famille patriarcale traditionnelle, que ce soit dans un système
féodal, que ce soit dans un système esclavagiste antique. Bon, il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas de prix, il n'y a pas un prix à la céréale que livre, soit en corvée, soit que livre le paysan à son seigneur. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas d'échange. C'est livré directement. Bon, c'est ça la clé à comprendre. C'est que tant qu'il n'y a pas d'échange, tant qu'il n'y a pas division du travail, tant qu'il n'y a pas production marchande généralisée, il n'y a pas besoin de valeur. La valeur n'existe pas. Bon. Dans la société capitaliste, c'est exactement l'inverse. Bon, on est tellement habitué qu'on ne s'en rend pas forcément compte. J'espère que je vais être clair dans mes explications, je ne suis pas sûr. Dans la société capitaliste, il n'y a pas de planification. Il n'y a pas, la société ne dicte à aucun entrepreneur, à aucune unité de production, car les entreprises, hein, petites ou grandes, on ne te dit pas, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu te démerdes, tu te débrouilles. Chaque entité, chaque entreprise, de l'auto-entrepreneur à la gigantesque multinationale, peut choisir de produire ceci, cela, dans telle ou telle quantité, et en subit les conséquences, bonnes ou mauvaises. Le mécanisme de répartition du travail social, c'est-à-dire de l'ensemble des activités de production, il n'intervient pas à l'avance, il intervient après tout. Tu produis une marchandise, pour le coup, et elle se vend ou elle ne se vend pas. Si elle ne se vend pas, le prix baisse et tu fais faillite, accessoirement. Et le prix baisse. Si au contraire tu produis une marchandise en quantité insuffisante par rapport à la demande solvable, hein, par rapport à des gens qui peuvent l'acheter, eh bien, le prix augmente. Et tu produis plus. Et la branche d'activité, il n'y a pas assez de travail social, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de moyens de production qui est consacré, attire et se développe. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais par exemple, on va prendre des exemples. Un producteur de gants, pour prendre un exemple, hein, n'a aucune idée de la quantité de gants dont la société a besoin. C'est indiqué nulle part. Il n'en sait rien. Il n'y a pas une tradition, un code qui dit pendant 3 jours tu bosses sur ta... Non, on ne te dit pas combien de gants. Donc tu produis. S'il y a trop de gants qui ont été produits, si tu produis trop de gants en été, c'est invendable, le prix baisse, et il y a moins d'entreprises de production de gants, et il y a des salariés et des patrons de ce secteur-là qui vont aller vers d'autres secteurs. C'est-à-dire que la répartition du travail social se fait après tout, a posteriori. Derrière l'évolution du prix, c'est en fait la manière dont la société marchande, la réalité capitaliste, réagit pour corriger après coup l'écart entre production et besoin, plutôt en production et demande solvable. Deux grandeurs, ce que tu produis, la quantité de ce que tu produis et ce qui va être acheté, qui ne sont jamais réglés l'une par rapport à l'autre à l'avance. Et en tout cas, s'il y a trop qui est produit par rapport aux besoins, il y a une baisse de prix et un réajustement. C'est avec plus ou moins dans la douleur. Donc la division sociale du travail et la production marchande généralisée, le fait que chaque unité économique, chaque entreprise, petite ou grande, fabrique un type de produit particulier totalement différent les uns des autres, il échange. Contrairement, on va dire par exemple à la famille patriarcale, où tu produis pour toi-même, et tu produis pour quelqu'un que tu connais. Tu sais exactement ce que tu vas faire, tu ne sais pas du tout. Et c'est après coup que tu te rends compte si ça allait ou pas. Et bien, ce sont des objets, donc ça implique la division sociale du travail, la production marchande généralisée, implique la production marchande. Des objets qui sont non seulement utiles, parce que quelque chose qui n'a pas d'utilité ne se vend pas, c'est ce que Marx appelle la valeur d'usage de la marchandise. C'est un objet utile qui satisfait un besoin particulier, valeur d'usage, mais une marchandise n'est pas qu'une valeur d'usage, contrairement aux produits du travail des sociétés précapitalistes. Les marchandises sont aussi des valeurs, ont une valeur, sont dotées d'une valeur. C'est-à-dire, elles doivent pouvoir être échangées, sans être sûr qu'elles puissent l'être. Donc, une société où il y a une généralisation de l'échange implique la production de marchandises, évidemment, et la sélection d'un type de marchandise spéciale qui peut s'échanger avec toutes les autres. Vous avez reconnu, bien évidemment, la monnaie, qui elle aussi, et dont l'existence suppose l'intervention de l'État.
fixer la quantité de métaux précieux, généralement c'est l'or. Même dans la société actuelle, hein, la référence, la valeur de monnaie, c'est l'or. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous avez qui dit division du travail, dit marchandise et dit monnaie. La différence fondamentale entre le troc, l'échange direct sans monnaie, et l'économie monétaire, l'économie marchande généralisée, dans le premier cas, dans le cas du troc, il y a une simultanéité des opérations. Personne ne peut aliéner son produit, donner son produit, sans simultanément qu'une autre personne aliène le sien. Parce que tu te connais et tu sais ce dont l'autre a besoin. Donc tu échanges. Dans le second, la situation est totalement différente. Après avoir vendu, je vends ma marchandise, je ne suis forcé d'acheter ni au même lieu, ni au même moment, ni de la personne à laquelle j'ai vendu. Il y a un décalage dans le temps et dans l'espace qui est introduit par l'existence de la marchandise. Le recours à la monnaie, donc, il y a c'est ça qui rend la crise possible en réalité. Si la scission, comme le dit Marx, entre la vente et l'achat s'effectue, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à vendre la marchandise, la liaison entre la vente et l'achat s'affirme par une crise. Donc, qui décide, dans le cadre d'une société marchande? Tout le monde, mais en même temps, quelque part, personne. C'est-à-dire que ce mécanisme de répartition du travail social, cette régulation de l'économie, en réalité, le principe de cohérence d'une économie marchande, il ne s'applique, c'est une loi, mais qui s'applique dans notre dos, de manière inconsciente et après coup. Et c'est mon deuxième point dans cette première partie, c'est ce que Marx appelle la loi de la valeur. Qu'est-ce que c'est que cette loi de la valeur? Comment est déterminée la grandeur de valeur? C'est bien de dire, chaque marchandise a une utilité de leur usage et une valeur. Qu'est-ce qui détermine la grandeur de valeur? Comment on décide de la valeur, comment se détermine plutôt la valeur d'une marchandise? Je viens d'une marchandise. Alors, on a tendance à spontanément voir la valeur, vous comme moi, hein, c'est une illusion nécessaire quelque part, comme une qualité inhérente aux marchandises et même aux choses en général. Mais la valeur est en vrai un rapport social. En dehors d'une société marchande, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, il n'y a pas besoin de valeur. Mais une fois qu'on est dans la matrice, une fois qu'on est plongé comme nous, toutes et tous ici, dans une société marchande généralisée, on a l'impression que la valeur a toujours existé. Telle ou telle chose est chère ou pas chère, elle a une valeur. Ceci est une table en bois marron, haute d'1 mètre, et qui pèse 8 kg et d'une valeur de 50 €. Mais en fait, quand on y réfléchit, les caractéristiques physiques et la valeur et le prix sont deux choses totalement différentes. La même, tu vois, cette table en bois, ces caractéristiques physiques, elles sont données quel que soit le type de société, mais ça se trouve, elle a été produite par quelqu'un pas pour être vendue, ou au contraire, elle a été produite par une communauté socialiste, pas non plus pour être vendue. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui donne une valeur à un produit du travail, c'est le fait d'être plongé dans une société marchande, où il y a un rapport social très particulier, qui est celui de la marchandisation généralisée, de la division du travail. Et donc, quel est le principe de l'échange entre marchandises? Qu'est-ce qui détermine la valeur? Si les marchandises peuvent s'échanger, bon, bien sûr c'est qu'elles ont une utilité, mais elles ont aussi ce qu'elles recèlent. C'est pas simplement chacune une utilité différente, elles ont un élément commun, sinon on ne les échangerait pas. Elles renferment toutes une certaine quantité de travail, ou plutôt un certain type de travail, celui qui est effectué dans le cadre d'une société marchande. On ne bosse pas de la même manière quand on est en dehors d'une société marchande et quand on est dans une société marchande généralisée. Une marchandise déterminée a une valeur et est issue du travail abstrait. Le travail concret, c'est le travail dans son aspect, comment dire, qui satisfait un besoin. Mais le travail abstrait, c'est le travail effectué avec un certain degré de productivité moyen à un instant T, avec une certaine efficacité, si vous voulez. Pour comprendre ça, on va faire un petit détour par la préhistoire du capitalisme, par ce qu'on appelle la petite production marchande. Je vais vous lire un exemple donné par Ernest Mandel. Par exemple, il donne cet exemple-là, c'est dans les montagnes Nilgiri, près de l'extrémité sud-ouest de la péninsule indienne, entre 4 tribus. Les Toda,
les Karumba, les Badaga et les Kota, peu importe les noms pour les traducteurs. Les Toda sont les bergers, les Karumba vivent encore dans la jungle, les Badaga sont les agriculteurs, et les Kota sont avant tout des artisans, qui connaissent déjà la métallurgie et fabriquent des couteaux. Ils fournissent aux 3 autres tribus ces couteaux, ainsi que des pots et des instruments de musique nécessaires aux cérémonies religieuses. Donc il y a une certaine spécialisation. D'accord? Et en échange, ils reçoivent des Toda, des buffles, des autres bétails, ils reçoivent des Karumba du miel, des fruits sauvages et une protection magique, et des Badaga du blé. Il y a des échanges. Okay, un premier degré de spécialisation qui conduit à des échanges. Mais les Kota ne sont pas des artisans purs, même ceux qui sont les plus spécialisés. Ils possèdent eux-mêmes des champs qu'ils labourent. Vous voyez le délire? Pendant une partie du temps, ils fabriquent leur bouffe. Et une partie du temps, ils fabriquent des couteaux en gros. Les rites fixent la quantité traditionnelle de blé, résultat d'une longue expérience. Tout le monde sait comment, en combien de temps, tu produis tant de quantité de blé. Parce que tout le monde fait le même boulot, continue à faire un peu le même boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine fixité et une interconnaissance de comment on bosse pour faire tel type de produit. Donc les rites fixent la quantité traditionnelle de blé qui doit s'échanger contre des ustensiles métalliques fournis par les forgerons Kota. Si des familles Badaga, par exemple, désirent obtenir davantage d'ustensiles métalliques, elles sont obligées de travailler sur les champs de forgerons Kota durant tout le temps nécessaire pour forger ces ustensiles supplémentaires. Vous voyez, il y a un échange de prestations de travail. Disant, tant de blé, pendant que moi je te fabrique un couteau, toi tu me fais mon blé. Sans mauvais jeu de mots. Vous comprenez? Il y a une équivalence entre 2 temps de travail, mais exécuté avec un degré d'efficacité qui est très bien connu des 2 côtés de la barrière de l'échange. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une quantité de travail abstrait qui est censée être équivalente quand tu échanges de produits. D'accord? On fait abstraction des particularités des différents types de travaux et tu échanges. Bon. Et un autre exemple donné par André, il dit, par exemple, encore au XIXe siècle en Europe occidentale, les paysans qui sont éloignés des villes continuent à avoir une certaine forme d'intégration de leur boulot, de leur travail, au rythme de la nature. Ils bossent, comme je vous le disais tout à l'heure, pas à la même intensité en fonction de l'année. Alors que plus tu te rapproches des villes, plus les paysans sont des salariés agricoles et bossent toute l'année au même rythme, avec un rythme qui est déterminé par le marché. Le temps de travail devient quelque chose d'homogène, de mesurable, de quantifiable en temps. Mais ce temps, cette quantité de travail est un travail abstrait, avec un degré de productivité moyen. Et toute la clé pour essayer de comprendre, j'espère que je vais vous faire comprendre vraiment, il y a une différence. Ce qui est différent entre la petite production marchande, c'est-à-dire le début du développement de l'échange, et une société marchande généralisée, une société capitaliste en réalité, c'est que dans un premier cas, les producteurs savent, quelque part la transition continue à peser. On sait à l'avance, il y a une équivalence, on sait tant de blé vaut tant de couteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans une société capitaliste, on échange effectivement des travaux, mais on ne sait pas à l'avance le principe d'équivalence. Par l'échange, quand on achète une marchandise, quand on échange des produits du travail dans le cadre d'une société marchande généralisée, les producteurs échangistes, les entrepreneurs, les entreprises, mettent en relation le travail effectué de part et d'autre, abstraction faite des particuliers de chacun des métiers, c'est le travail abstrait. Donc le travail lui-même se régularise, il se détache du rythme naturel, comme je le disais, et ce qu'on nomme aussi c'est le travail, si vous voulez, socialement nécessaire. Pas le travail individuellement dépensé. Parce que on ne va pas regarder combien de temps toi, individuellement, tu as mis pour fabriquer telle marchandise. Parce que sinon, plus tu mettrais de temps à fabriquer quelque chose, plus ça aurait une grande valeur. Et du coup, ceux qui seraient les plus efficaces seraient sanctionnés, alors ceux qui seraient les moins efficaces seraient récompensés. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le prix est unique. Il y a un prix à une marchandise, grosso modo. Bon. Donc en réalité, pourquoi alors
Si la valeur d'une marchandise est déterminée par une quantité de travail moyenne à un moment T pour fabriquer cette marchandise, pourquoi est-ce que quand on va dans un magasin, il n'y a pas un temps genre tel bouquin, c'est X minutes de travail socialement, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait beaucoup plus pratique. Tu vois, on ne va pas se prendre la tête, à se faire chier, non, c'est impossible. La valeur d'une marchandise ne peut s'exprimer en temps de travail. Hein, les économistes classiques, entre guillemets, ceux d'avant Marx, disaient juste, derrière la valeur, il y a du travail. Ils disaient du travail tout court. Et ils disaient, les hommes préhistoriques étaient des capitalistes. Les choses avaient une valeur. Ils avaient un capital. Non. Le capital, la valeur sont des rapports sociaux, pas des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, quand on achète quelque chose, il y a un rapport social, ça passe par les objets du travail. Les rapports sociaux passent par les objets. Quand tu vas au marché, quand tu vas au souk, le marchand qui a une marchandise qui ne t'intéresse pas, tu ne lui parles pas. Et une fois que le marchand a compris que tu n'allais pas t'arrêter à son état, il ne te parle plus. Et tu te parles quand tu achètes la marchandise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu vas dans un souk, tu comprends très bien ce truc-là. Et donc, comme les rapports sociaux passent par un objet, on a l'impression que les objets qui acquièrent une valeur, on a l'impression que ces objets-là, que le fait d'avoir une valeur est une qualité inhérente aux choses, puisque les rapports sociaux passent par les choses. La valeur, quelque part, alors j'en reviens à pourquoi est-ce que, excusez-moi, je fais un détour, pourquoi la valeur d'une marchandise ne s'exprime pas directement en temps de travail abstrait, non, en temps de travail socialement nécessaire, parce que le travail abstrait, le seul temps qui est directement mesurable, c'est le travail concret. Combien de temps tu as mis, combien de temps tu mets à fabriquer tel truc, ça on peut le mesurer. Mais le travail abstrait, c'est impossible. On ne peut pas savoir, sauf dans la petite production marchande, on sait à l'avance, mais dans une société marchande, on ne sait pas. Le travail abstrait renfermé dans une marchandise ne peut être validé ou non qu'à travers l'échange. Toi, ce que tu fais en tant que producteur de marchandise, tu fixes un prix, mais peut-être qu'il est trop élevé, peut-être qu'il n'est pas assez. Donc la quantité de travail abstrait, la valeur, en réalité, les prix oscillent autour de la valeur. Soit trop bas, et c'est l'échange. C'est la mise en relation des travaux, et c'est l'échange lui-même qui l'établit. Voilà, je vois des petits bruits dans la salle, donc il y a une partie au moins de la salle qui comprend. C'est tout. Bon, la valeur n'apparaît jamais directement, seulement des prix. La valeur d'échange, donc souvent on dit valeur, non, la valeur d'échange c'est différent. La valeur d'échange c'est la forme d'apparition de la valeur, le prix. Il n'y a que les prix qui existent, concrètement. La valeur n'apparaît jamais. Mais c'est une abstraction, c'est un concept déterminant pour comprendre autour de quoi. Hein, y a Isaac Rubin, qui est un bibliographique, qui fait une comparaison qui dit le système, la société marchande généralisée, c'est comme un océan en perpétuel mouvement, avec des déséquilibres, une espèce de déséquilibre dynamique. C'est justement l'écart entre la valeur et le prix qui permet l'ajustement. C'est un équilibre dynamique, ou plutôt la destruction, reconstruction par approximation successive d'un déséquilibre dynamique. Pardon, excusez-moi, avec l'océan, c'est un peu long. En gros, le jeu de tantôt le prix est trop élevé, tantôt pas assez de telle entreprise qui fait faillite, en fait, c'est un ajustement des prix autour de la valeur, et c'est comme un océan en perpétuel mouvement. C'est jamais, quand tu regardes une carte de l'océan, tu vois les contours. Ça, c'est le concept de valeur, grâce à Marx. On voit le principe de cohérence de l'océan grâce au concept de valeur, même si la valeur n'apparaît jamais. Et l'océan n'est jamais immobile. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'océan est mobile, et tu peux te faire emporter par la vague, c'est justement ça le problème. Donc en résumé, la métaphore n'est pas de moi, elle est d'Isaac Rubin. En résumé, le mécanisme de répartition du travail social, c'est-à-dire de l'effort global de l'ensemble de la société, de l'ensemble de la dépense de travail qui sert à faire fonctionner l'économie. Donc le mécanisme de répartition du travail social dans une production marchande généralisée, ça s'appelle la loi de la valeur. La loi de l'échange entre quantité de travail abstrait, pas de travail en général. C'est du travail abstrait, c'est du travail égalisé par l'échange. Dans les sociétés pré-capitalistes, au bout d'un gosse, un enfant et d'un adulte, le boulot en hiver, le boulot à la moisson,
Le boulot d'un esclave, le boulot d'un artisan n'avait rien à voir, on ne les échangeait pas. C'était pas les mêmes techniques. Là, l'échange égalise tout, mais après tout. Par le biais de multiples échanges, de transactions réussies ou ratées, et où les membres de la société entrent en relation les uns avec les autres par le biais des objets, des produits de leur travail, de leur marchandises. Donc, troisième point, le mouvement de la valeur est déterminé par le mouvement de la productivité du travail. Et ça aussi, c'est un point absolument essentiel qui différencie la petite production marchande du tout début de l'échange et une société capitaliste pleinement développée. Il y a en régime capitaliste, alors le temps pour produire une marchandise, comme je le disais tout à l'heure, dans la petite production marchande, est connu et fixe. Ça ne change pas. Par exemple, dans les corporations au Moyen-Âge, les différents métiers, il y avait une codification précise de comment tu produisais tous les types de marchandises. Et ça me donnait à des personnes de mettre plus ou moins de temps, tu apprenais en tant qu'apprenti, auprès d'un maître, comment fabriquer. C'était codifié. On produit soi-même, sans avoir besoin d'embaucher de salariés, avec des moyens de production peu coûteux, souvent même transmis de père en fils. Le métier à tisser, par exemple, est transmis de père en fils. C'est très peu coûteux, tu ne dépenses même pas de quoi que ce soit, ni comme travail, ni comme argent, à refabriquer un moyen de production. D'accord? Ça n'a plus rien à voir, ce système capitaliste. Il y a une productivité du travail qui est constamment en mouvement. Vous avez grosso modo 300 entreprises, une branche d'activité, celles qui sont technologiquement juste à la moyenne sociale, celles qui sont arriérées, en perte de vitesse, démodées, pas à jour, et celles qui sont technologiquement en pointe, supérieures à la productivité moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise arriérée, où la productivité est inférieure à la productivité moyenne du boulot? Et bien, par exemple, c'est une certaine quantité de marchandises, est fabriquée en 3 heures de travail, au lieu d'être fabriquée en 3 heures de travail comme l'exige la productivité moyenne, cette boîte-là met 5 heures. Les 2 heures de travail supplémentaires ont été fournies en pure perte. C'est du gaspillage de travail social, si vous voulez. Ça veut dire donc que le prix de vente de cette entreprise qui travaille au-dessous de la moyenne de la productivité se rapproche de son prix de revient. D'accord? C'est le même prix pour tout le monde. Donc la différence entre le prix de revient, ce qui a été dépensé, et son prix de vente, sera Donc le prix de vente va se rapprocher du prix de revient, c'est-à-dire qu'elle travaille avec un taux de profit très petit, ou même qu'elle travaille à perte. Par contre, une entreprise qui a un niveau de productivité au-dessus de la moyenne, elle touchera quelque part un surprofit, puisqu'elle produit en même temps, et donc le prix de vente, la différence entre ce qui a été dépensé et ce que rapporte la vente est plus grand. Et la recherche de ce surprofit, c'est bien sûr le moteur de toute l'économie capitaliste. D'accord? Le surprofit qu'obtient une entreprise en travaillant de manière plus efficace que les autres, jusqu'à ce que les autres la rattrapent. Jusqu'à ce que le niveau de productivité moyen, jusqu'à ce que les inventions techniques, les innovations, j'essaie de réexpliquer le même point différemment. Donc l'entreprise qui travaille plus efficacement que les autres et qui empoche un surprofit. Au début, elle a un surprofit quand elle a une technique avancée par rapport aux autres. Mais petit à petit, les autres la rattrapent. Et le surprofit disparaît. Et le degré de productivité moyen social s'élève. Et la valeur des marchandises baisse. Puisque la somme de la quantité de travail nécessaire à produire chaque marchandise baisse, puisque le travail est plus efficace, le degré de productivité augmente. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui ou non? Bon. Plus le travail est efficace, moins il y a besoin de boulot pour chacune des marchandises pour être fabriquées. Et l'élévation du degré de productivité du travail est un moteur constant sous le capitalisme. Chaque capitaliste, en investissant, c'est ça qui est déterminant, modifie constamment les normes de production, modifie le travail abstrait, modifie le degré. Et cette modification, elle ne se fait jamais graduellement. D'accord? Les prix s'ajustent de manière saccadée, par acquis.
et se rend compte qu'une marchandise, c'est pas tout de suite que tu sais que ta marchandise est trop chère. C'est une fois que tu te fais sanctionner. Et du coup, ça t'oblige soit à mourir en tant qu'entreprise, soit à être plus efficace et à rattraper la moyenne sociale de productivité du travail. Les prix s'ajustent par à coup, pas progressivement. Donc cette loi de la valeur et ce changement constant en fait du degré de productivité du travail, quelque part la règle du jeu, elle change tout le temps. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de degré de productivité du travail qui est défini à l'avance et qui est connu à l'avance. Ce n'est que par la sanction de l'échange qu'on le voit. Alors d'où vient le profit? Qu'est-ce que l'exploitation capitaliste? Pour comprendre ça, je vous mets un petit slide. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on le voit, non, ça à peu près. C'est trop petit, c'est ça? Ah ouais, bon, c'est pas grave. On va essayer. Jusqu'à maintenant, les petits producteurs, les artisans, la petite production marchande, c'est quoi? Je produis une marchandise pour obtenir de l'argent. M, marchandise. A, argent. Tu as de l'argent en main puisque tu as fabriqué ta petite marchandise. Tu vas au souk, tu vends ton truc, et après tu vas acheter ce qu'il te faut pour survivre. Marchandise, argent, marchandise. Ce type de circuit, marchandise, argent, marchandise, c'est vendre pour acheter. Est-ce que c'est clair? Ça caractérise des classes sociales en fait. C'est les petits producteurs, les artisans, les petits commerçants, mais aussi les travailleurs, travailleuses salariés. Ce qu'on vend, nous, je vais expliquer ça, c'est notre force de travail. On vend notre force de travail, on va bosser pour pouvoir survivre. Les capitalistes aussi une autre forme de circulation, de circuit. C'est AMA. Argent, marchandise, argent. J'achète pour vendre. L'objectif n'est plus la satisfaction d'un besoin. L'objectif est le plus-value. Que le A à la fin soit plus grand que le A au début. Est-ce que je dis ou pas? Je revends ma marchandise et j'ai un profit. C'est ça que c'est tout petit ou gros capitaliste. Bon, mais comment c'est possible à partir du moment où la loi de la valeur s'applique? C'est une énigme. Si on n'échange que les équivalents au final, si la loi de la valeur s'applique, on n'échange que les équivalents. Donc d'où vient le profit dans mon argent, marchandise, argent? Quand j'achète ma marchandise, quand j'embauche des salariés, j'achète mes machines, je les achète à la valeur, des équivalents. C'est clair, c'est nickel, il n'y a personne qui se fait arnaque. Ok? Et quand je revends ma marchandise, une fois que j'ai fait travailler mes salariés, un certain temps, le plus possible, avec le plus d'intensité, on va y revenir, je revends ma marchandise sur le marché. Je n'arnaque personne, moi. Je suis parfaitement net en tant que capitaliste, je revends ma marchandise. C'est la loi de la valeur. C'est pareil pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça ne peut venir, le profit ne vient ni de la transaction argent-marchandise, ni de marchandise-argent. D'où vient-il ce profit? Et là, on va reprendre un peu plus en détail. AMA. Deuxième slide. Je n'ai jamais été prof. Là, j'ai l'impression d'en être un. Argent. En fait, argent, marchandise. AM. En fait, M, c'est un type de marchandise bien particulier qu'achète le capitaliste. C'est pas qu'au moins, on ne va pas acheter un truc pour satisfaire nos besoins. Non. On achète des moyens de production en tant que capitaliste et de la force de travail. MP, FP. D'accord? On décompose marchandise. C'est des moyens de production et de la force de travail. Et ensuite, il y a une phase de production. P en rouge, les petits P en rouge. Ça veut dire production. Il en ressort une quantité de marchandises M+. Et si tout se passe bien, il y a la phase de réalisation. Et là, je vends la marchandise. Parce que tu peux faire travailler les salariés quand tu veux. Si tu ne vends pas la cam derrière, ça ne sert à que dalle. Ça ne sert à rien. Et tu ne réalises pas la plus-value. Ok? A+. Donc A, c'est le capital argent, on va dire l'argent qui fonctionne en tant que capital. M, c'est le capital marchandise, le capital sous forme de marchandise. J'ai acheté une machine dans une usine, j'ai acheté la force de travail, j'ai embauché les salariés, je fais fonctionner tout ça, et on ressort une quantité de marchandises que j'essaie de faire la plus forte, la plus importante possible, et que j'essaie de revendre. Ok? Production, réalisation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
au départ du site, il y a une certaine somme d'argent. Voilà. Mais il faut encore que les marchandises, ça côté. L'explication, donc ce que Marx appelle la théorie de la plus-value, d'où vient le profit, en fait, il vient de ce qui se passe au milieu, dans la production. C'est la production qui est déterminante, qui est le plus important. A, N, P, production, c'est là d'où vient, c'est ce qui se passe entre le AM et le MA. Et là, c'est dans les bureaux, dans les usines, dans les ateliers, c'est là le secret du profit, de la plus-value. Ce secret de la plus-value, il apparaît plus directement si on abandonne le point de vue du capital individuel pour considérer la société dans son ensemble. Et examiner comment se répartit la dépense globale de travail. En gros, si tu prends la société comme une gigantesque entreprise, tu prends tous les salariés pendant une journée, pendant une année, tu as une partie des salariés, pendant une journée, une partie des salariés est occupée à fabriquer ce qui va être consommé par les autres salariés, qui permet de survivre et de revenir le lendemain. Travail nécessaire, produit nécessaire. Cette dépense de travail, le nombre d'heures de travail, grand H, c'est le produit, c'est le travail nécessaire. Et il y a une partie des salariés qui est occupée à fabriquer les yachts, dont parlait Marie hier. On ne va jamais, nous, à fabriquer les machines qu'on n'achètera jamais, nous, pour faire fonctionner les usines. Les manteaux de fourrure, mais tout ce que tu veux, tout ce qui va être acheté, consommé par le capitalisme. Ça, c'est le surtravail et c'est le surproduit. Et la différence entre la totalité des heures de travail et grand H, c'est-à-dire la quantité de travail qui sert à fabriquer les marchandises que nous-mêmes on va consommer, c'est le profit. Le profit, la plus-value n'apparaît clairement qu'au niveau de toute la société. Pourquoi? Parce que, contrairement aux paysans du Moyen-Âge, je ne passe pas une partie de ma journée au taf à bosser pour moi et une autre partie de ma journée à bosser pour le patron. Comme il y a un échange généralisé, ce que je produis est échangé, et je consomme moi-même ce qui est produit par d'autres salariés. Est-ce que c'est clair? Mais ce qui permet de voir d'où vient le profit, c'est ce qui permet de voir en haut, dans une boîte, dans une entreprise, à cause du rapport salarial, à cause du rapport d'échange marchand généralisé, c'est pas toi qui produis pour toi-même, tu ne fabriques pas ta bagnole. Hein? Donc tu fabriques, c'est pas comme les paysans qui fabriquent pour lui-même une partie de sa subsistance et pour quelqu'un d'autre, pour le seigneur, son truc. Non. Mais si tu regardes au niveau de la société dans son ensemble, c'est exactement comme ça que ça se passe. Les salariés passent une partie de leur temps à fabriquer ce qui est nécessaire pour tous leurs camarades de boulot de survivre, et une partie du temps à fabriquer pour les patrons. Okay, c'est comme si la société capitaliste est une gigantesque usine, et tu fais une comptabilité globale des heures de travail. Il y a une partie de ces heures de travail qui sert à permettre aux travailleurs de continuer à bosser pour tout le monde, et une partie du boulot qui est appropriée par la classe capitaliste. Ok. Donc voilà les lignes du profit. Je vais donner un exemple un peu pas réaliste, mais peut-être, imaginons, on se transforme tous ici, tout en capitalistes, on va lancer une boîte de fabrication de badges, avec une petite arbre, par exemple. Donc, si tu es un petit producteur, tu fabriques toi-même ta petite machine à badges, comme ça, et tu les vends. Et puis tu peux t'acheter ta petite soupe et ta petite bien-être. Un capitaliste ne fait pas ça. Il achète la machine, et ça, c'est le slide encore après. Tac. Ce qu'on appelle le capital constant, qui ne change pas de valeur au cours du cycle. J'achète ma machine à badge, j'embauche 2 salariés qui font le boulot à la place, voilà, c'est-à-dire demain. Donc, par exemple, je dépense 200 € pour acheter la machine, 200 € à payer les salaires des 2 personnes, des 2 salariés, à qui je dis fais ci, fais ça. Mais mes badges que j'ai fabriqués en une journée, je ne vais pas les vendre 400 balles. 400 €, sinon je ne fais pas de profit. La valeur de ce que je vais vendre, le prix si vous voulez, je vais le fixer, capital, la valeur des machines, plus les salaires, plus une plus-value. C plus V plus PL. C'est-à-dire capital constant plus capital variable. Capital variable, c'est les salaires. C'est ce qui crée une valeur. Pourquoi variable? Parce que c'est ce qui crée une valeur supplémentaire. Et la plus-value, c'est la valeur qui est en plus. Toutes les marchandises, la valeur de toutes les marchandises
peut être décomposé en capital constant, capital variable et plus-value. J'espère que c'est clair. Un peu moins, c'est clair. Donc, quelque part, l'exploitation capitaliste n'est rien d'autre que la possibilité pour le capitaliste de s'approprier le surtravail de ses salariés sous forme de plus-value, cette dernière n'étant finalement que du travail non payé. La condition centrale d'existence de ce rapport social, le capital, c'est donc que les salariés vendent leur force de travail en échange d'un salaire. C'est ici que Marx introduit une distinction importante entre travail et force de travail. Ce que le capitaliste achète, ce en échange de quoi il donne un salaire, ce n'est pas du travail en général, mais la capacité de disposer du salarié durant sa journée de travail. Ce qu'il lui paye, c'est encore autre chose. Non pas l'intégralité du produit du travail effectué par le salarié, parce que dans ce cas-là, le profit disparaît. Il te paye la valeur de tout ce que tu as fabriqué. Mais le prix de la force de travail. Et qu'est-ce que c'est le prix de la force de travail? C'est une marchandise quelque part un type très particulier. En l'achetant et en la consommant, on peut gagner de l'argent et rentabiliser son capital. Le profit de chaque capitaliste tire en effet sa source de la différence qui existe entre ce qu'il paye comme salaire, qui sert en fait à acheter les marchandises pour survivre, et qui est toujours plus petit que ce que lui rapporte la vente des marchandises produites par le salarié. La différence entre le produit de la vente et le salaire, c'est la plus. Alors, je vais aller plus vite là-dessus. Et quelque part, si on décompose le prix de la marchandise, c'est capital constant, capital variable et plus-value. Tout est réductible à du travail et à la nature. Le capital constant, les machines, l'énergie, tout ce qui est utilisé comme travail inanimé, vient du boulot d'autres salariés. Les machines ont été fabriquées quelque part par quelqu'un. Capital variable, par définition, c'est ce qu'on paye aux salariés, c'est notre boulot. Et la plus-value, c'est aussi du travail gratuit. Travail, à partir de la nature. Donc on peut décomposer les créatrices et créateurs de la richesse, c'est nous exclusivement et la nature. Les capitalistes sont à stricto sensu des parasites. Réellement, on les extirpe, l'ensemble de la valeur continue à exister. On l'a vu au moment du confinement. Hein. Ils sont tous barrés, eux et leurs serviteurs par ailleurs, et les boîtes continuent à tourner. Et le profit continue à se faire. Parce que nous, qui sommes la base de toute richesse, on était là. C'est V, PL, V3, c'est nous. Donc le capital, c'est quoi le point déterminant? J'irai plus vite sur mes deux autres parties. C'est que le capital est un rapport social, ce n'est pas une chose. Le gourdin de l'homme préhistorique n'est pas un capital. Le capital est un rapport social. La même machine qui est utilisée par les capitalistes, nous on la fera fonctionner pour tout le monde. On décidera tous ce qu'on en fera et on déterminera à l'avance. Et ce ne sera pas des marchandises qui seront fabriquées par ces mêmes machines ou par des nouvelles machines qu'on fabriquera en utilisant, comme disait Victor, la science et pour de tout autres objectifs. La valeur, la monnaie et le capital, s'il n'y a pas de séparation, d'où vient le capital? Il vient d'une séparation. Il n'y a pas de capital sans séparation des moyens de production du producteur. Le paysan, quelque part, avait sa terre. Il avait à disposition des moyens de production, pas nous. On n'a pas où aller. Et pour ça, il a fallu expulser les paysans de leur terre, que ce soit ici ou dans l'économie. La colonisation, c'est un processus d'abord et avant tout, ça l'explique dans le Capital Marx, c'est très clair, c'est un processus d'abord et avant tout, si tu dois faire une chose, un conseil. Je veux coloniser quelque part, vire les paysans de leur terre. Sans ça, ils n'iront pas bosser en usine. Impossible. Il n'y a personne de normal qui va aller bosser sous les ordres d'un patron totalement psychopathe pendant 8, 10 heures, 12 heures par jour. Si tu as une terre et tu peux fabriquer ce qu'il faut pour survivre. Mais quand tu n'as plus de terre, tu n'as pas d'autre solution. Donc c'est la séparation violente des moyens de production qui est la base d'existence du capital, du rapport social. C'est le capital. Le capital, ce n'est pas la machine avec laquelle tu fabriques. C'est la séparation avec les moyens de production de tes arrière-parents ou de tes parents. Et ce que dit Karl Marx, je vais essayer de retrouver la citation qui est très connue, mais je vous la dis.
Voilà. Si c'est avec des taches naturelles de sang, sur une de ces faces que l'argent est venu au monde, le capital y arrive, le sang et la boue par tous les pores. Là, c'est bien, mais c'est vrai. C'est-à-dire le capital, pour exister, s'appuie sur une histoire de violence extrême. Deuxième caractéristique du mode de production capitaliste, la concentration des moyens de production sous forme de monopole entre les mains. Il ne suffit pas qu'on n'ait pas de fer, pas de machine à notre disposition. On doit aussi, les capitalistes doivent se les approprier à eux seuls. Et ça passe essentiellement en fait par une chose, c'est par le machinisme. C'est-à-dire que pour que ce soit impossible pour les salariés de devenir les capitalistes, il faut que la machine soit trop chère, trop perfectionnée. Et la révolution constante dans les moyens de production qui vient du degré de l'augmentation du degré de productivité du travail par la technicité accrue des processus de production, elle permet de continuer à séparer les travailleurs des moyens de production. Ça ne fait pas plus vite, je parle plus extrêmement longtemps. Donc deuxième partie. Pourquoi tout ça? Parce que ça a fonctionné pendant presque 200 ans. Pendant 200 ans. Pourquoi il y a un problème? Marx a une réponse. Le boulet au pied. Le possible et probable, dit-il, effondrement du système vient de ce qu'il appelle une loi très spéciale, dont l'existence est un peu controversée, mais je vais défendre ici la thèse de la baisse tendancielle du taux de profit. Donc, si vous préférez, la tendance à la baisse du taux de profit. Il y a des économistes qui ont calculé, et là le slide ne voit peut-être pas super bien, il y a un calcul du taux de profit. Comment se calcule le taux de profit? J'ai oublié dans mon truc, c'est pas grave. Le taux de profit, il se calcule comment? C'est la plus-value mise en rapport avec ce que tu as dépensé pour l'obtenir. Je gagne tant en ayant dépensé tant. PL, plus-value. Je reprends l'exemple des badges. J'ai gagné 100 euros, j'ai vendu 500 balles mes badges et j'ai dépensé 400. La plus-value, c'est 100. La plus-value, 100. Et j'ai dépensé 400. Donc le taux de plus-value, c'est 100 sur 400. Un quart, 25%. Pas mal. Pas mal, peut mieux faire. Et là, ce taux de profit, voilà comment il évalue. Il y a une tendance à la baisse. Avec une évolution très saccadée, on va revenir dessus, il a une tendance à la baisse. Pourquoi? Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'accumulation. Grosso modo, l'accumulation capitaliste, la plus-value est dépensée. Alors bien sûr, il y a une partie de la plus-value qui est dépensée de manière improductive, c'est-à-dire pour consommer des articles de luxe. Nos capitalistes aiment bien le luxe. Ils ont leur yacht, ils ont leur manteau de fourrure, ils ont leur diamant ridicule. Bon, ça n'a aucune, c'est pas simplement que c'est ridicule et que c'est de la dégénérescence, mais c'est que ça ne sert à rien dans le processus de production. Ça n'est pas réinvesti pour racheter des moyens de production, capital constant, capital variable. Une partie, en tout cas si le capitaliste ou la capitaliste veut continuer à se développer et à ne pas se faire bouffer par ses concurrents, il doit réinvestir, redépenser une partie de la plus-value en CPV supplémentaire, ce qu'on appelle l'accumulation. D'accord? Évidemment, c'est la concurrence capitaliste qui est un moteur de cette accumulation, mais plus profondément, c'est la lutte de classe qui explique l'accumulation. Pourquoi? L'accumulation capitaliste, ce n'est pas une croissance extensive, une reproduction à l'identique, où le capitaliste se contenterait d'acheter plus de machines ou d'embaucher plus de salariés en faisant à chaque fois de la même manière. Le capitalisme doit se tenir à l'affût des procédés techniques nouveaux pour abaisser le coût en matières premières, en énergie, et surtout en force de travail, en augmentant la productivité. L'innovation technologique donne lieu, les patrons n'organisent pas le processus de production en fonction de considérations purement techniques. Ça, c'est un point important.
mais pour asseoir une domination. La science n'est jamais pure sous le capitalisme, elle est toujours au service. Et vous avez, alors peut-être que je trouve, dans le Capital, il y a des passages que tu lis, et on dirait que tu parles du boulot à la poste ou dans une usine automobile aujourd'hui. Pour augmenter la productivité et la technicité du travail, les capitalistes utilisent en gros 3 techniques. Et il en parle en Marx, il dit comment il a deviné ça en 1860, c'est un livre. Premier moyen, la coopération. C'est-à-dire la réunion d'un nombre important de travailleurs, tu as beaucoup de thunes puisque tu es un capitaliste, donc tu peux faire bosser, contrairement aux petits artisans, où tu bosses toi tout seul ou avec un ou deux compagnons, là beaucoup de monde. Dans un même local. Et la force du tout est supérieure à la somme des parties. Cette force additionnelle, qui est la force du nombre, par exemple, Marx compare ça à celle d'un bataillon de soldats. Un bataillon groupé a plus de force au combat que des soldats individuels. Si toi, tu as ton bataillon qui reste groupé, tu claques les soldats adverses quand ils sont dispersés. Par contre, quand ils sont en groupe, il suffit de faire un ami pour un cortège pour comprendre ça. Ok. Donc, mais cette force du nombre additionnelle n'est pas payée par cette crise. Il ne paye que la valeur des forces de travail individuelles. Mais cette force du nombre, quelque part, qui vient de la coopération, dans la poche, et elle fait naître intrinsèquement une hiérarchie, un instrumentiste, par exemple. On n'a pas besoin de quelqu'un pour le diriger lors d'un solo. Pareil, ça marche comme ça. Je joue de la clarinette, je peux faire mon solo. Mais par contre, un orchestre a besoin d'un chef d'orchestre. Mécaniquement, tu fais bosser beaucoup de monde, il y a besoin d'un chef. Et ça fait naître la coopération, que Marx appelle le despotisme d'usine. Un despotisme intrinsèque, c'est pas que les chefs sont méchants, ils sont nés aussi, ils étaient des bébés très sympas au début. Mais ils deviennent des diables et des diablesses à cause de la coopération, à cause de la division du travail et du machinisme. La division du travail, c'est quoi? C'est pas juste une efficacité technique. C'est les ouvriers qualifiés au 19e et au début du 20e siècle, dans les usines automobiles, qui savaient fabriquer les moteurs. Et Taylor, il est arrivé, il a dit, c'est pas juste, oh, ça va être plus efficace, plus productif, on va détruire le savoir-faire accumulé, le savoir et le savoir-faire. C'est pas juste un savoir-faire, c'est un savoir. Les ouvrières sont intelligents. Mais on détruit, on décompose leur boulot. Dans le boulot de bureau, à la sécu, demandez à Mina, c'est la même chose. Des salariés qui s'occupent de tous les types de problèmes et qui savent résoudre le problème de n'importe qui. Tu as un accident de travail, tu as un arrêt maladie, tu as une affection longue durée. Non, là, on divise, on spécialise, même géographiquement, on va dire, bah, vous gérez à Bordeaux, vous gérez ça, vous gérez. Pourquoi? Pour détruire ce savoir et ce savoir-faire, pour désarticuler les collectifs de travail qui ont une autonomie, qui peuvent contrôler leur rythme de travail quelque part. Puisque s'il n'y a que eux qui savent fabriquer le moteur. Voilà, le moteur, et surtout, je ne sais pas si vous savez, la division du travail, c'est ça. C'est pas juste de l'efficacité. La guerre sanglante, elle est à la naissance du capitalisme, mais elle est tous les jours. Ils réfléchissent toujours à comment nous empêcher de contrôler nous-mêmes le processus de travail. Et ça ne marche jamais complètement, au début ça marche. Même la machine, le machinisme, une machine c'est quoi? C'est le savoir-faire, l'être humain devient un appendice de la machine. C'est plus un outil que tu maîtrises toi, parce que tu sais fabriquer quelque chose. C'est toi qui deviens un mécanisme dans le cyclope capitaliste, donc tu ne contrôles rien. Mais en modifiant constamment, en révolutionnant constamment par la coopération, par le machinisme, le processus de travail, les travailleuses et les travailleurs développent toujours des savoir-faire. Ils finissent par connaître comment ça marche, comment pas subir, et là ils doivent. Tu vois, si tu fais l'augmentation de la productivité du travail, c'est pas juste la science, c'est la lutte de classe. Et c'est ça qui conduit à accumuler et qui a quelque part, et ça c'est Mario Tronti, les opéralistes qui l'ont dit de manière, mais ça vient de Marx. C'est quelque part, c'est pas le capital qui surplombe, qui décide de tout, qui contrôle tout, qui dit on investit là, et je suis maître de la technique. C'est quelque part en réaction à nos luttes et à notre savoir-faire, qui sont obligés de riposter en permanence. Donc on a l'impression de subir, mais en réalité, c'est nous et notre activité et notre lutte, parfois même sans qu'on ait l'impression, qui sommes le moteur du capitalisme et du capital.
Et je vais essayer d'expliquer avec un exemple qui, moi, m'a totalement étonné. Le rôle de la technologie, du contrôle de la technologie et de l'augmentation de la productivité, ça n'a pas d'impact que dans l'économie, mais dans toute la vie, cette question de l'accumulation. Vous savez, on dit il y a la crise des semi-conducteurs, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, c'est la crise des semi-conducteurs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un semi-conducteur. Le 7 octobre dernier, il y a eu une invasion en Ukraine, très important, déterminant, il y a eu une autre guerre, un autre acte de guerre. 7 octobre, le gouvernement américain a décidé de stopper d'un coup toute vente, toute assistance, non seulement des citoyens des entreprises américaines, mais même de ses résidents, de vendre toute technologie, tout logiciel, toute machine liée aux semi-conducteurs. C'est quoi les semi-conducteurs? C'est les puces électroniques. Une puce électronique, c'est un bout de silicone dans lequel il y a des circuits électroniques et qui sont de plus en plus miniaturisés. ChatGPT, c'est 10 000 puces électroniques extrêmement développées qui ont permis de faire ChatGPT, de traiter une masse de données phénoménale. Depuis 7 octobre dernier, les entreprises sont en totale galère. Totale. Elles ne peuvent plus fabriquer, elles ne peuvent plus acheter ce qui sert à fabriquer des semi-conducteurs. C'est-à-dire, les puces sont partout. Une voiture aujourd'hui, c'est 1000 composants de semi-1000. Les grippins, les téléphones, les machines-outils, tout fonctionne à base de semi-conducteurs, de puces électroniques. Bon. Et donc là, ce qu'ont fait les États-Unis, c'est d'essayer de totalement briser la capacité industrielle, pas juste pour les mécanismes de surveillance, la reconnaissance faciale, pour toute l'industrie. Et il y a un nombre extrêmement limité d'entreprises qui contrôlent la technologie capable de faire ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML qui fabrique des machines de lithographie extrême ultraviolet. Lithographie extrême ultraviolet. Qui sert à miniaturiser les puces. C'est des machines de 180 tonnes qui coûtent plus de 100 millions d'euros, 18 mois d'assemblage. Alors quand tu décides de fabriquer, d'avoir une machine de lithographie extrême ultraviolet, ça prend 18 mois avant qu'elle fonctionne. Bon, et bien les États-Unis interdisent à ASML de vendre sa technologie de lithographie ultraviolet à ASML. C'est interdit. Fini. Je ne peux plus faire de puces. Ces puces, pour vous donner une idée, les puces électroniques faites avec cette machine à lithographie, c'est quoi la taille? Je l'ai quelque part. En gros, c'est genre 100 fois plus petit qu'un globule rouge. Vous prenez un globule rouge, vous divisez par 100, et vous avez les puces fabriquées par ces machines-là. Et la Chine ne peut plus. Il y a une seule boîte dans le monde qui la fabrique. Et pour vous donner une idée, cette machine de lithographie-là, à ultraviolet, c'est en 1997 qu'ASML a décidé d'embaucher un jeune chercheur, qui avait imaginé le concept. Il a fallu à ce chercheur 5 ans pour prouver l'utilité d'embaucher une équipe de chercheurs dessus. Encore 5 ans pour fabriquer le prototype. Et la première machine qui a réussi à fabriquer ces puces, c'est en 2010. Vous imaginez la somme de savoir-faire qu'il faut et de technologie. Ces machines-là, c'est les plus perfectionnées qui aient jamais été fabriquées. Les usines de fabrication de ces semi-conducteurs, c'est les plus perfectionnées, les plus coûteuses du monde. Et 90% des semi-conducteurs les plus développés sont fabriqués où? À Taïwan. Tu contrôles Taïwan, tu as un impact, disons, sur toute l'industrie mondiale. Moi, je ne comprenais pas quand on parlait de Taïwan, c'est quoi cette histoire? Ça date de 49, on s'en fout. Mais en fait, là-bas, il y a la grande majorité, il y en a quelques-unes qui sont aux Pays-Bas, au Japon, aux États-Unis. Et ces 4 pays-là. Et comme ces 4 pays-là, d'abord les États-Unis et les autres sont dit, d'accord, on ne te vend plus rien à la Chine. C'est terminé, on coupe le robinet. Et ça, c'est un acte de guerre de fou. Bon, et Huawei, qui en 2019, en 2020, était le premier fabricant de smartphones, et qui avait genre, je ne sais plus,
40% de part de marché mondial, ils sont tombés à 2%. Parce qu'au début, Trump avait coupé le robinet juste pour une boîte Huawei. Ils ont testé, ils ont vu que ça marchait, donc en fait, on va faire plier sur les conducteurs. Donc quand on parle de protectionnisme, la guerre, elle se mène avec ces moyens-là. Et toute la question, c'est de savoir si la Chine va réussir par ses propres moyens à rattraper son retard technologique. S'ils y arrivent, ça va être chaud pour la concurrence. S'ils y arrivent, ça va être chaud. Avec la capacité productive qu'ils ont. Bref, c'est extrêmement long, je ne sais pas si c'est convaincant. Voilà, c'est pour comprendre que voilà, quand on parle de guerre, de productivité, c'est ça dont on est en train de parler, c'est dans nos téléphones, c'est partout autour de nous, ça peut fonctionner tout ça. Donc les crises, pourquoi tout ça, c'est un rapport avec la crise? C'est que, quelque part, quel est le mal? Je vais en venir à la baisse tendancielle du taux de profit. Parce que la crise vient de la baisse tendancielle du taux de profit. Le taux de profit, comme je vous le disais, il se calcule en divisant la plus-value par la valeur totale du capital avancé. Alors, je vais essayer de retrouver mon slide. Non. Excusez. Donc le taux de profit, baisse tendancielle du taux de profit. Le taux de profit, c'est plus-value, ce que vous gagnez, divisé par ce que vous avez dépensé en tant que capitaliste, en capital constant, en machine et en salaire. Pour comprendre pourquoi il y a un problème avec le taux de profit, pourquoi il a tendance à baisser et pas à augmenter. Bon, il faut faire un détour par le taux d'exploitation. C'est-à-dire le rapport entre la plus-value et le capital variable. C'est-à-dire la proportion de travail gratuit et de travail nécessaire. Si la valeur de ton salaire représente la moitié du capital variable, si la plus-value et le capital variable, c'est la même chose, c'est à 100% de taux d'exploitation. Et plus ce que le capitaliste arrive à te payer, c'est une proportion basse de tout ce que tu produis, plus le taux d'exploitation augmente. Est-ce que c'est clair? Plus-value divisé par capital variable. Et le rapport entre capital constant et capital variable, c'est ce qu'on appelle la composition organique du capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que vous compreniez ça, plus la productivité augmente, plus une tête, un salarié, avec une machine, il fabrique beaucoup plus. D'accord? Chaque innovation technologique, une tête avec un outil primitif, avec une machine à badge, toute pourrie, qui fabrique 5 badges par minute, avec une machine de ouf qui vient des Pays-Bas, qui en produit 10 000. Avec 3 machines qui viennent des Pays-Bas, qui en produit 10 000. Le rapport entre le nombre de salariés et le nombre de machines, entre la valeur qui est payée par les salaires et la valeur des machines, a tendance à augmenter. Les patrons nous virent. On est moins en nombreux à faire plus de taf et de manière plus efficace. Donc la composition organique du capital a tendance à augmenter. On est moins en moins de salariés, ou plus en plus de machines, ou plus précisément, la somme des salaires par rapport à la dépense en machines, ou plutôt la somme des machines par rapport au salaire, c'est divisé par V, a tendance à augmenter. Est-ce que là vous me suivez ou pas? Ok, la composition organique du capital, c'est le rapport entre les machines et les humains. Ce rapport a tendance à augmenter en valeur. Bon. Donc le taux de profit, une fois qu'on a vu le taux d'exploitation et la composition organique du capital. Alors je suis désolé pour ceux qui le division est un lointain souvenir, mais si tu prends le taux de profit, là, et tu divises le numérateur et le dénominateur par V, ok?
Le taux de profit, il n'est pas égal seulement à plus-value divisé par C plus V, il est égal à PL divisé par V, numérateur, ok? Il est égal à C sur V plus 1. Pardon. Si tu divises la plus-value par V, ça donne le taux d'exploitation. Ok? Et en haut de la fraction, tu divises par V. Donc en haut, tu as taux d'exploitation. Est-ce que le dénominateur, tu divises par V aussi, ça fait C sur V plus V sur V. On est d'accord ou pas? Donc ça fait C sur V, composition organique du capital, plus 1. Plus 1, on s'en fout. En gros, le taux de profit, c'est à peu près le taux d'exploitation en rapport avec la composition organique du capital, qui augmente le plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le taux de profit, si le taux d'exploitation reste le même, taux de profit et composition organique du capital varient en sens inverse. Pour pouvoir déjouer les savoir-faire de tes travailleurs et de tes travailleurs, et pour pouvoir faire concurrence avec les capitalistes d'à côté, j'ai besoin de plus de machines et de moins de salariés pour gagner. Mais en faisant ça, la source de plus-value, d'où vient la plus-value? Elle vient des salariés. Comme il y a de moins en moins proportionnellement de salariés, la source de profit, elle s'amenuise. Oubliez la division, ceux qui sont mauvais en maths. C'est les machines ne produisent pas de profit, il y en a de plus en plus. Les salariés sont les seuls producteurs, productrices de profit, il y en a de moins en moins. La source de profit s'amenuise. La baisse, la putain de baisse tendancielle du taux de profit, elle est là. Et on va essayer de passer à la fin de ce longtemps. En réalité, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, cette fameuse baisse du taux de profit, elle n'est pas continue et elle n'est pas donnée d'avance non plus. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, c'est le produit d'une lutte. Bon, d'une lutte avec beaucoup de joueuses et de joueurs, mais on joue le rôle principal. Qu'est-ce qui permet de contrecarrer cette baisse? Déjà l'augmentation du taux d'exploitation. C'est en haut du numérateur. Taux d'exploitation divisé par composition organique. Si l'exploitation augmente, ils font plus de thunes. Tu fais bosser plus vite, plus fort, tu fais plus de plus-value, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est la première manière, tu exploites plus. Par exemple, dans l'automobile et dans toute l'industrie, tu fais quoi? Tu mets en place le travail en équipe, le toyotisme. Voilà, je le dis avant près, les nouvelles techniques de management par le stress. Tu presses le citron. Voilà, tu presses le citron. Premier moyen de contrecarrer la baisse tendancielle de profit. Deuxième moyen, et j'aurai pas le temps d'expliquer, la financiarisation. Je n'explique pas. Troisième moyen, on en a parlé hier, c'est l'impérialisme, le militarisme, le colonialisme. Tu conquiers des nouveaux marchés où la composition organique est plus basse. Grosso modo. Et où ça te permet de contrôler des matières premières moins chères. Pas seulement, c'est les salaires. C et V sont moins chers ailleurs. Donc la C et V baissent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, le profit impérialiste, c'est pas juste. Ils ne sont pas juste méchants, ils le sont. Mais ils veulent faire. Ils veulent contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit. Ouais. Troisième grand moyen. Quatrième grand moyen, c'est l'accélération du temps de rotation du capital. C'est-à-dire, dans une même unité de temps, pendant une année, en fait, si vous vous rappelez du circuit, il n'y a pas que l'achat des moyens de production, de la force de travail, la production, il y a la réalisation. Le temps de rotation du capital, ce que Marx appelle le temps de rotation du capital, hop, le next slide, rotation du capital, c'est P plus C, production plus circulation. Plus tu produis vite, plus ton profit te revient vite. Et dans une année, tu vas avoir plus de profit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, ce n'est pas que la production, c'est aussi la circulation. C'est-à-dire le temps avec lequel la marchandise qui est fabriquée dans une usine va jusqu'au la commande que tu fais sur Amazon et le temps que ça met à arriver chez Watt. Et quelque part, je vais être assez là-dessus, depuis dans les 15 dernières années peut-être, ils ont presque plus fait de progrès sur la deuxième phase de circulation que sur la phase de production.
Parce que le citron, au bout d'un moment, tu ne peux plus presser, tu défonces la peau. Tu ne peux plus. Donc ils ont compressé le temps de circulation. Et ça, c'est pas juste, c'est pareil que l'accumulation. C'est pas juste plus vite, plus loin, plus fort de la même chose. Ça transforme le système. Ça transforme la classe ouvrière. Je m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé là pour pouvoir accélérer le temps de rotation, le temps de circulation? La deuxième partie de la rotation. Premier changement de ces 10 ans, hein, on parle des 10 dernières années. Il y a aujourd'hui, le réseau Internet, au début, c'est connecter les êtres humains entre eux, puis les boîtes entre eux, et maintenant, c'est des machines entre elles. Il y a plus de machines connectées par Internet entre elles que d'êtres humains sur Terre. Et le réseau Internet, contrairement à ce qu'on croit, n'est absolument pas wireless. Il n'est pas dans le cloud. Il est sous terre, sous les océans. 95% du trafic Internet est par câble aujourd'hui. Les satellites, c'est terminé. Et la plupart des câbles par lesquels passe l'essentiel, là, tu cliques sur ton truc Firefox ou machin, ça envoie un signal sous l'Atlantique. Et c'est les câbles, et grosso modo, vous avez 378 câbles sous-marins dans le monde par lesquels passe l'Internet. C'est pas beaucoup, hein. Et vous en avez 45 seulement câbles par lesquels passe presque tout le Internet des États-Unis. Vous coupez 45 câbles, c'est terminé, la lumière s'éteint ici. 45 câbles. Et si vous voulez, ces fibres optiques, il faut bien du monde pour les fabriquer, pour les installer, pour les maintenir. Est-ce que c'est des cols blancs, des gens qui ont des techniciens de ouf qui ont fait 5 ou 10 ans d'études? Absolument pas. La plupart des emplois qui servent à fabriquer, à installer, à maintenir ces câbles dont dépend toute l'économie mondiale, c'est les travailleurs et les travailleurs qui forment le travail prolétarienne de à peu près 2 millions de personnes dans le monde, dont la moitié des États-Unis. Vous imaginez si c'est juste 1 million, c'est pas beaucoup par rapport à la population mondiale, qui font grève, il n'y a plus rien qui fonctionne. Enfin, tout ce qui est à base d'Internet. C'est à l'armée qui a prévu le coup, aura des talkies, des bons vieux talkies, et sera capable d'intervenir, et nous on sera en galère à faire ah non c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, quelque part, il y a un nouveau secteur de la classe ouvrière qui est né en 10 ans et qui est absolument déterminant. Deuxièmement, les data centers. Vous savez, les espèces de gros centres, des serveurs, des géants par lesquels passe Internet. Et bien, ces trucs-là, ce n'est pas des ordinateurs, hein. C'est des bâtiments ou des complexes de bâtiments immenses avec des kilomètres de câbles et des milliers de serveurs qui requièrent de gigantesques quantités d'énergie et une maintenance constante. Bien sûr que le principal coût de fabrication, le coût de fonctionnement des data centers, des serveurs géants, c'est l'énergie. D'ailleurs, ça pose un problème fondamental, c'est l'eau qui est utilisée pour refroidir. En Uruguay, il y a une lutte parce que le gouvernement, en gros, il y a, je crois, Google qui installe un nouveau serveur là-bas, qui veut installer un nouveau serveur, et ils prennent toute l'eau potable. Du coup, ils disent à la population, oui, il y a de l'eau de mer, on l'a dessalée, les chiens ne veulent pas la boire, mais allez-y, buvez-la. Sauf si vous avez une maladie. Là, si vous vous sentez mal, allez à l'hosto, je vous jure, et il y a une lutte qui se développe autour de ça. Bon, ceci dit en passant. Mais c'est absolument déterminant. Si on ne refroidit pas, si on ne maintient pas, s'il n'y a pas de maintenance de ces gigantesques usines, c'est des usines en fait, d'un type particulier, d'un autre secteur clé. Troisièmement, les entrepôts. C'est pas qu'il y a de plus en plus d'entrepôts. Avant, les entrepôts, c'est sur plusieurs étages que dans les centres-villes. Terminé. Walmart, c'est les premiers à avoir inventé quoi? À avoir inventé le cross-docking, le transbordement direct. C'est quoi? Pardon. Je vous ai perdu avec le cross-docking. C'est normal, ça va vite. Le troisième grand changement dans la configuration de la classe ouvrière mondiale, parce que tout ça, c'est des changements pas juste du capital, c'est des changements en haut et en bas. Le troisième changement, c'est les entrepôts, les nouvelles usines, pas qui remplacent les anciennes, qui sont en plus des anciennes. C'est les entrepôts géants, il n'y a plus d'étage. C'est plus dans les villes. À New York, le premier entrepôt Amazon qui a été syndiqué, il n'est pas à Manhattan, il est à Staten Island. C'est la banlieue en fait de New York, ça fait partie de New York. Pour ceux qui écoutent du rap, c'est le quartier du bien Wu-Tang.
Mais c'est même loin de là d'où vient Bouteille. Si vous regardez sur une carte, c'est super éloigné. Bref, les entrepôts Amazon sont loin. C'est chiant, c'est dur pour organiser. Mais qu'est-ce qui est déterminant dans les entrepôts Amazon? C'est que ce n'est pas un milieu de stockage. Le stockage, ça fait perdre de l'argent. C'est des lieux de mouvement des marchandises. En gros, tu as la plateforme, tu as les camtars qui arrivent d'un côté, ils balancent le produit, le paquet, que ce soit un tout petit ou extrêmement gros, que tu sois à la poste ou que tu sois à Géodis, il bouge. Il ne reste pas longtemps sur l'étagère, le colis. Il va sur le quai de l'autre côté de la plateforme et il repart à son point de livraison. Les entrepôts sont des lieux de mouvement et non de stockage. Le temps est compressé. Le temps est annihilé par l'espace, comme je disais. C'est l'annihilation du temps par l'espace. C'est la course. Et ça, qu'est-ce que ça fait naître? Des nouvelles concentrations d'entre-classes. Magique, hein? Et tout ce qui se passe au milieu du transbordement, c'est nous. Les salariés avec leur casque, là, t'as l'impression de travailler en enfer là-dedans. Et bien, quelque part, c'est la clé d'un pouvoir gigantesque. Parce que si tu coupes, là, c'est le M au milieu. Si tu coupes le M au milieu, il n'y a plus rien qui circule. Et la marchandise, avoir beau acheter tout ce qu'il faut pour la fabriquer et avoir pressé le citron, si le citron il se révèle contre toi, c'est mort. Même si c'est allé super vite, sur la logistique du dernier kilomètre, on dirait qu'on peut tout faire foirer. Parce qu'il y a des centaines de milliers de salariés qui bossent dedans. Il y a des centaines de milliers qui continuent à bosser pour fabriquer. Il y a des nouveaux centaines, c'est des nouvelles forces sociales gigantesques quelque part qui sont nées par la tentative de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit. Voilà, je m'arrête là parce que je vais juste conclure. Je n'aurai pas eu le temps de faire ma troisième partie, mais c'est pas grave. Et ce qui est important, c'est de comprendre que le mouvement du taux de profit, en gros, les capitalistes réussissent à un certain moment à contrecarrer pour une certaine période cette baisse du taux de profit. Les 30 glorieux. En gros, vous avez des crises tous les 7 ans. Vous avez quelque part un fonctionnement comme une respiration automatique. J'ai fait une espèce de schéma, tac. Voilà. Pas le temps d'expliquer pourquoi, mais grosso modo, le fonctionnement bordélique, anarchique de la production capitaliste fait que tout le monde essaye de faire du plus de profit et produit de plus en plus jusqu'à ce qu'on se rende compte, la sanction du prix qui est trop élevée, bon. Et ça, c'est quand on veut tous les 7 ans. Ils sont trop marrants, les économistes bourgeois, ils disent cette fois-ci, il n'y aura plus de crise, le système est parfait. Et tous les 7 ans, il y a une crise. Ah, Marx avait raison, bah ouais. Ça fait 30 fois qu'on vous le dit. 30 fois que vous vous plantez. Sauf que c'est nous qui avons raison, évidemment, en disant que les crises sont congénitales. Bon. Mais il y a un type de crise plus grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui s'appelle les ondes longues. Ok? Les ondes longues. Les périodes où ils réussissent à faire que les dépressions soient moins graves et les périodes de croissance, la phase expansive, plus forte. Quand ils réussissent à combiner plusieurs moyens de contrecarrer le taux de profit, et ça c'est... Comment ça se passe? Première onde longue, 1789 jusqu'en 1900. Vous oubliez, c'est pas grave la première onde longue. Deuxième onde longue. Qu'est-ce qui se passe en 1848? Vous avez le printemps des peuples, avec des processus révolutionnaires qui font vraiment à la serre, qui obligent tous les régimes d'Europe à se moderniser et à se rapprocher de sociétés plus capitalistes. Et vous avez la découverte de gisements d'or en Californie et en Australie. Baisse le prix des marchandises, vous avez une période de prospérité qui dure plusieurs siècles. Vous avez une crise dans les années 1870, ils sont en galère avec la baisse tendancielle du taux de profit, et ils réussissent à faire repartir à la hausse officielle comment? Grâce à l'impérialisme, une restructuration d'ensemble, avec des multinationales qui naissent, et la conquête du globe, je vais faire un cercle. Et avec des innovations techniques, technologiques, en gras, qui bouleversent, il faut un bouleversement d'ensemble. Il faut un choc, si vous voulez. C'est ça l'apport
de Ernest Mandel, on va dire, pas lui seul, mais qui a été celui qui l'a exprimé de manière assez claire, c'est repartir le retournement de langue à la baisse est automatique. Le fait de réussir à rebooter le système capitaliste n'est jamais automatique, c'est toujours pas artificiel, c'est le produit d'une lutte. Et tout le débat aujourd'hui, et je conclurai là-dessus, c'est est-ce que le capitalisme a atteint ses limites? Et le capitalisme en réalité, il a deux limites, qui repoussent sans cesse, c'est toujours les mêmes. Et par les moyens, et en les repoussant, il les redresse encore plus grandes devant lui. Il y a deux limites. Il y a celle de la restauration de profit, l'anonymisement de la source des profits, c'est nous, par rapport à la valeur des machines. Ok? Dû à la modernisation. Mandel était très pessimiste là-dessus. Il disait avec l'automatisation, les robots, il était très en avance sur son temps sur ce point-là. Il disait la plus-value va s'assécher, ça va produire des phénomènes de barbarie. Il disait que ça venait de cette limite interne au capitalisme. Là où il avait peut-être raison, honnêtement, je pense que c'est difficile, en tout cas moi je ne peux pas me prononcer. En gros, c'est est-ce qu'il peut y avoir une cinquième langue? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que, alors que, comme le disait Solow, un économiste bourgeois, qui disait on voit les ordinateurs partout, sauf dans les indicateurs de productivité. C'est ouf. Et puis on produit des puces électroniques plus petites qu'un fait des ordinateurs de malades. Et la productivité du travail, en fait, elle n'augmente pas parce que le citron, tu ne peux pas le presser au-delà d'un certain. Et tu peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, hein, Amazon. Donc, est-ce qu'il y a une limite qu'il est impossible de franchir? Peut-être, peut-être pas. Peut-être avec des défaites énormes, des guerres de fous. Le capitalisme, au prix d'une destruction de la civilisation très avancée, peut-être qu'ils réussiront à retrouver des taux de profit plus importants. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont atteint cette limite. Il y a une limite dont on est sûr qu'ils sont en train de dépasser, c'est celle dont on parle hier. C'est celle de la destruction des conditions de reproduction de la vie elle-même. Voilà. Donc, derrière le débat sur les ondes longues, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il y en a déjà une cinquième derrière nous? Est-ce que le taux de profit s'est un tout petit peu relevé vite fait dans les années 90 avec l'intégration de la Chine au marché mondial, l'effondrement du RSS et toute cette mutation aussi du capital et de la classe à l'échelle mondiale qui refont un peu monter le taux de profit, mais pas tant que ça. Est-ce que là, ils heurtent le plafond vert? Est-ce qu'en brisant le plafond vert, ils briseront la civilisation humaine et notre vie ou pas? Et est-ce qu'ils briseront? Ça, on peut répondre oui. Je m'inspire de François Chenet, le raisonnement n'est pas évident, François Chenet dit oui, la première limite, il relativise la première limite, il dit c'est la deuxième, c'est l'écologie qui détermine les deux. Voilà, donc je m'arrête là, j'ai déjà parlé trop longtemps, merci.